La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 1, Économie. Chapitre 6. Le service. Détaillé dans un document de présentation commerciale, il ferait état de la récupération des données concernant les usagers de leurs services. Ce document est destiné aux acheteurs de données à partir des remontées établies dans le cadre d'une collecte d'informations anonymes d'un réseau de distribution. Il aurait pour but d'améliorer la connaissance client des entreprises afin de pouvoir enrichir leur base de données grâce à la collecte d'informations stratégiques en contact direct avec les cibles. Ces données collectées peuvent être établies à partir de questions ouvertes, de questions fermées, d'observations et de photos. Le modèle stratégique d'espionnage caractérisé de la NSA américaine est dorénavant opérant partout. Il s'agirait de la mise en place de fichiers, très complets et payants, très ciblés, pour le seul usage des entreprises, affiliées ou pas. C'est tout simplement l'utilisation de la confiance d'au moins 90% des usagers selon l'avis de l'organisme, qui serait purement bafouée et de sa remise en cause. Une grande entreprise internationale de vente de produits informatiques estampillés en pomme aurait été condamnée à 16 millions d'euros pour trouble à l'ordre économique public, pour les dommages causés aux consommateurs. Une autre grande entreprise de vente de produits à base de lait aurait été condamnée à 20 millions d'euros pour publicité mensongère concernant des yaourts présentés comme devant améliorer la digestion. Mais il y a pire. Un vaste réseau de corruption, depuis démantelé, dans des hôpitaux chinois, aurait été organisé pour la promotion et la vente de lait en poudre. Mais il y a encore bien pire. Il y aurait une campagne promotionnelle de lait en poudre pour les nourrissons en Indonésie, alors qu'elle était strictement interdite, en raison des eaux contaminées servant à la confection des biberons. Des carences alimentaires seraient à l'origine de la malnutrition de ces enfants. Les enfants seraient souvent gravement malades, à cause de toutes leurs carences alimentaires qui en découleraient. Qu'à cela ne tienne, le marché du lait en poudre, dans ce seul pays, atteint un chiffre d'affaires dépassant 1 milliard d'euros. Les bébés dès leur naissance seraient alimentés avec du lait en poudre, à l'insu de leur mère. Les conséquences sont ensuite irréversibles. Le personnel médical serait tout simplement incité, par des partenariats et des contrats verbaux, fictifs, de vente de boîtes de lait en poudre, assortis d'objectifs de vente et de primes aux résultats. Toutefois, il y aurait un suivi très pointu, concernant le rendement et les rétributions effectuées. 1,5 million d'enfants mourraient, annuellement, des conséquences directes et indirectes de ce mode de nutriment, dans ce seul pays. Les risques de pneumonie, chez les nourrissons alimentés par du lait en poudre, seraient de 50 fois supérieurs à la normale. Existe-t-il une conscience chez les grands patrons? Sans réponse. Les grands patrons ne répondent jamais et sous aucun prétexte, à aucune entrevue demandée par un journaliste. Qu'ont-ils donc à cacher? Une grande famille française détiendrait, à elle seule, plus de 40 firmes commerciales, dans l'Hexagone et en dehors. Son chiffre d'affaires annuel serait évalué à au moins 90 milliards d'euros. Ils seraient 7 frères, totalement inconnus des Français, qui régneraient en maître absolu sur tous les domaines de la grande distribution. Toutefois, leur descendance serait évaluée à 600 personnes, toutes actionnaires, gravitant autour du symbole familial. Or, pour pouvoir être actionnaire, il convient d'être descendant, en ligne directe, de la famille, ainsi qu'exigé par les statuts. Tout le capital serait ainsi entièrement verrouillé par la famille. Chacun des actionnaires est actionnaire de toutes les entreprises et dans les mêmes proportions. Ils seraient aussi les principaux instigateurs de la mise en place des galeries commerciales. Elle aurait inventé le communisme actionnarial. Cette très grande famille est totalement invisible et muette. Aucune demande d'interview n'est jamais sujette à réponse.
Pour vivre heureux, vivons cachés, tel serait leur slogan. Par souci d'intimité. Parce que certains d'entre eux seraient domiciliés en Belgique. Pourquoi ce culte du secret? D'où leur serait donc venue cette philosophie commerciale? Aussi surprenant qu'improbable, cette famille se serait-elle inspirée d'une encyclique papale pour définir sa charte familiale. Le livre écrit en 1961 par le pape Jean XXIII est intitulé Mater et Magitra. Il précise les règles à suivre dans les affaires. Il s'agissait pour ce pape d'avoir une thèse appropriée aux nouvelles exigences de l'époque et concernant, en particulier, le droit des personnes à l'acquis et au partage. 2 fois par année, au cours de la réunion de l'AFM, les grands choix stratégiques sont mis au point. Les 600 membres ainsi réunis pèseraient plus de 38 milliards d'euros. Le respect de l'ordre moral ou juridique, prôné par l'encyclique, serait-il des valeurs en corrélation avec la réussite commerciale? Il se pourrait que cela ne soit pas aussi simple. Le business aurait des valeurs que les valeurs n'auraient pas, notamment en territoire étranger. La construction en solide des magasins y serait, quelquefois, assortie de versements en liquide, de façon très discrète. Quelle est donc leur conscience commerciale? En Suisse, les Suisses ont rejeté massivement la création d'un revenu de base pour tous, un vote inédit qui a suscité de vifs débats dans le pays. Selon les résultats définitifs, 76,9% des électeurs ont dit non à ce projet controversé. Le taux de participation était de 46%. Le texte avait peu de chances d'être voté. Fin 2015, le Parlement a recommandé le rejet de l'initiative, jugée dangereuse, à la fois en termes d'immigration et pour le système social suisse, avec des sommes prévues trop élevées pour ceux qui n'en ont pas besoin, et trop modestes pour ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'une étape de parcours, pour préparer la Suisse. Dans 20 ans, nous aurons le revenu inconditionnel de base, peut-être même plus tôt, confiait en mars le quotidien suisse Le Temps. C'est une première dans le paysage suisse, l'instauration d'un salaire minimum à 3 027 € dans le canton de Neuchâtel. Le coût de la vie est beaucoup plus élevé en Suisse. Par exemple, un panier de courses à 112 € en France coûte 173 € chez nos voisins suisses. Ce salaire minimum représente une petite révolution dans un pays où la plupart des entreprises fixaient librement leur rémunération. Après celui de Neuchâtel, d'autres cantons suisses pourraient introduire un salaire minimum. Le revenu universel de base a été testé en Alaska, en Finlande, à Singapour, au Canada, aux Pays-Bas, en Inde, au Koweït. En France, le nouveau statut juridique du stationnement payant sur voirie est entré en vigueur, en France, le 1er janvier 2018. Défendue depuis très longtemps par les élus du GART, cette nouvelle organisation institutionnelle et réglementaire apporte des changements considérables dans la gestion du stationnement payant sur voirie, notamment avec la disparition du régime pénal actuel et de l'amende à 17 € uniforme au plan national. Ces changements permettront la mise en œuvre d'un système plus efficace, ne serait-ce qu'en termes de respect des règles de stationnement et de taux de paiement spontané. Une difficulté institutionnelle, coordonner et concilier la compétence de l'autorité organisatrice des transports urbains avec les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, aujourd'hui entre les mains des maires. Les grands objectifs des politiques de stationnement pour les forfaits de post-stationnement, organisation et gestion du stationnement dans l'espace urbain, par l'autorité organisatrice des transports urbains. Les infractions au stationnement, gênant, très gênant, abusif, dangereux, dépassement de la durée limitée de stationnement, zone bleue, ne sont pas concernées par ces nouvelles règles. Dès le 1er janvier 2018, la surveillance du stationnement payant peut être confiée à une société privée. La question du stationnement des véhicules conditionne le bon fonctionnement global de la ville et la qualité du cadre de vie urbain. Le stationnement est déterminant au regard des enjeux en termes de déplacement, mais il ne se limite pas à cette fonction.
Il est aussi décisif pour répondre aux objectifs assignés à l'espace public et à l'aménagement urbain par les politiques de mobilité, d'accessibilité et de cadre de vie. Si le report modal est l'un des objectifs attendus, la politique de stationnement se doit aussi de permettre l'attractivité et le dynamisme des territoires, d'accompagner le développement des activités économiques, de concourir au maintien de la fonction résidentielle des centres-villes et de s'inscrire dans un processus de valorisation et de partage de l'espace public, devenu précieux. C'est aussi un outil de pilotage et de gestion qui agit sur des aspects économiques, environnementaux ou encore sociaux au travers de sa mise en œuvre. Pour harmoniser la vie de la cité et assurer la circulation des biens et des personnes, le stationnement doit être organisé et planifié. Une politique de stationnement consiste à définir et à gérer une offre de stationnement, en priorisant les usages selon les utilisateurs et les types de véhicules, en fonction du contexte urbain et de la qualité de la desserte en transport collectif. Le stationnement doit également intégrer la diversité des usagers, car les politiques de stationnement doivent s'adresser à tous, aussi bien les cyclistes, les usagers de deux-roues motorisés, les personnes à mobilité réduite, les résidents, les livreurs, que les professionnels mobiles. En 2018, la France rejoindra les nombreux pays européens qui ont choisi de gérer leur stationnement payant de voirie dans un cadre non pénal. L'article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit en effet de retirer ce service du champ des pouvoirs de police du maire et d'en confier l'organisation au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité durable. Par cette réforme de grande ampleur, le législateur entend non seulement dépénaliser le contrôle du stationnement payant sur voirie, mais aussi décentraliser l'ensemble des fonctions concourant à l'organisation de ce service essentiel à la maîtrise de l'espace public urbain. Il souhaite aussi assurer la cohérence de sa gestion avec celle des autres services participant à la mobilité dans le même espace. C'est désormais au plus près du terrain que se prendront les décisions relatives à la tarification, à la gestion, au contrôle, au recouvrement des droits et à la contestation de tout ce qui a trait au stationnement payant sur voirie. Avec cette réforme, la France s'inscrit dans la ligne déjà adoptée par d'autres pays. Pour chaque pays, l'analyse reprend successivement les différents maillons de la chaîne, fixation des tarifs, assujettissement à la TVA, organisation du contrôle, étendue des pouvoirs dévolus aux différents corps chargés du contrôle, sanctions, recouvrement des sanctions, chaîne de contestation, charge de la preuve, lien entre le stationnement et les transports publics, rôle de la police, affectation des recettes, etc. L'entrée en vigueur du nouveau régime de gestion du stationnement sur voirie constitue un changement considérable pour les citoyens. Il importe que les élus locaux et les instances gouvernementales en favorisent l'acceptabilité sociale par une pédagogie et une communication adaptées. L'acceptabilité repose sur la concertation, l'information et la communication. Il faut donc expliquer les politiques de stationnement très en amont par l'association d'un public le plus large possible lors des concertations pour avoir la garantie d'un projet partagé, la restitution de données objectives, précises et quantifiées sur le stationnement favorisant l'émergence d'une culture du stationnement et mettant à mal les idées reçues, l'explication des mesures et des résultats attendus pour faire partager les objectifs de la politique de stationnement. Le présent document a été élaboré par la Mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement, MID, les associations impliquées dans la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant, AMF, France Urbaine, ATCF, GART, et un groupe de collectivités test. Il vise à faciliter l'application des dispositions qui régissent les modalités de reversement des produits des forfaits de post-stationnement, FPS, entre la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, ou le syndicat mixte. Elles doivent également prendre en compte les piétons en leur assurant un cadre de vie agréable et proposer une offre adaptée pour les autres services à la mobilité comme l'auto-partage et le covoiturage. En effet, s'il semble nécessaire de pouvoir accueillir les voitures en ville, il ne faut pas le faire au détriment des autres usagers.
C'est pourquoi les mesures visant à modérer l'usage de la voiture individuelle et à promouvoir les usages alternatifs tels que les véhicules partagés sont à encourager. Les plans de stationnement n'ont pas vocation à bannir la voiture de la ville, mais à optimiser la circulation des personnes mobiles, en privilégiant notamment le stationnement hors voirie lorsque cela est opportun et le report vers d'autres modes de déplacement. Le stationnement réglementé gratuit demeure, lui, dans le domaine pénal et le dépassement de la durée de stationnement maximale autorisée, contrôlé à l'aide d'un disque de stationnement apposé derrière le pare-brise, sera passible à compter du 1er janvier 2018, d'une amende de 35 €. Les collectivités doivent gérer les impacts du stationnement résidentiel sur l'aménagement et la qualité de la vie, voitures ventouses. Sécurité. Les démocratures sont des dictatures camouflées ou des démocraties truquées. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un régime avec toutes les apparences d'une démocratie, constitution, élection, séparation des pouvoirs, mais qui dans les faits et dans les actes, fonctionne comme une dictature. Les dirigeants et son appareil politique aidés ou non par des partis alliés manipulent ces institutions et les médias afin de conserver leur pouvoir. 3 formes d'organisation étatique peuvent être répertoriées, l'État-nation, l'État libéral et l'État-providence. À laquelle de ces 3 régimes appartiendrait la France? En réalité, le type de régime qui a le vent en poupe, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocrature et ses corollaires actuels avec la montée du populisme en cours dans les élections passées et à venir. Ce qui la distingue des formes anciennes du totalitarisme ou des dictatures classiques, c'est qu'elle entend rendre la parole au peuple, confisquée jadis par les élites défaillantes, et en mettant de côté la négociation et le consensus à l'origine même de l'idéal démocratique. Ainsi, il ne fait pas de doute que les nombreuses formes de démocrature, mises en place depuis quelques années dans le monde sont en train de modifier durablement les relations diplomatiques mondiales. J'appelle démocrature, cette situation hypocrite qui, au nom de la démocratie, impose aux citoyens les mœurs d'un autre âge, où la caste de la noblesse jouissait de droits privilégiés et en usait avec morgue et arrogance. Le non-respect des promesses de campagne électorale et même de la tromperie des citoyens par un changement radical de cap. L'exercice du pouvoir par une caste technocratique et financière qui manipule les citoyens, comme on le faisait en monarchie, est autant d'atteintes à la démocratie. Une vingtaine de familles régnantes de la noblesse mondiale et aussi des grandes banques internationales, de l'Occident et de l'Orient, appelées de différentes façons, mais mieux connues sous le terme Illuminati, dont la puissance serait parfaitement incontrôlable, dirigerait et dominerait tous les peuples de la planète Terre, en toute clandestinité. Elles se considèrent d'inspirations intellectuelles et porteuses de la lumière, devant régner au-dessus du monde, par une domination totale. Leurs actions se font par une corruption par l'argent et par le sexe, utilisée pour le contrôle des hauts fonctionnaires. Une instruction adaptée à l'établissement des meilleurs cerveaux, établis à leur cause. Une influence constante par l'intermédiaire de ces éléments manipulés, afin de les installer dans les postes décisionnels des États et des institutions religieuses. Une suprématie absolue sur les moyens d'information des publics, par cette communauté secrète, aux fins de convaincre et d'orienter les informations destinées aux populations de l'impérative nécessité d'une création du gouvernement mondial. Utiliser toutes les forces armées pour réaliser des coups d'État militaires nécessaires au renversement des gouvernants hostiles à leur programme. La finalité de ces organisations secrètes serait d'uniformiser la société humaine afin de pouvoir mieux la contrôler et en particulier par la mise en place de tous les moyens technologiques étant à leur disposition. Leurs intentions seraient de créer le chaos généralisé à l'ensemble de la planète pour pouvoir ensuite proposer leur solution d'un gouvernement mondial sauveur de l'humanité. Cette solution serait assortie de la destruction de tous les réfractaires à leur projet globalisateur, mais aussi des peuples considérés comme primitifs. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, les chanterelles, pollution chimique réalisée en haute atmosphère, les vaccins, etc. feraient partie de leur arsenal de destruction massive.
Le transhumanisme, par l'acceptation des implants de puces électroniques, serait également un des procédés qui permettront de contrôler tous les individus ainsi connectés. Parmi ces programmes, il y aurait une divulgation sur la réalité des entités biologiques extérieures à notre planète. Leur présentation pourrait se faire à partir de l'idée qu'elles ont pu être à l'origine de l'existence de l'espèce humaine. Certaines de ces entités seraient présentées comme des envahisseurs. D'autres seraient présentées comme les sauveurs de l'humanité, par l'avancée technologique supérieure qu'elles représentent et qu'elles seraient susceptibles de nous apporter. Cette accoutumance à la présence d'espèces extraterrestres sur notre sol aurait pour conséquence de nous faire occulter la réalité d'une matrice, dans laquelle l'espèce humaine aurait été enfermée dès son implantation sur Terre. La matrice a pour conséquence de faire croire à une réalité de l'univers physique. L'univers quantique, lui, démontre exactement le contraire. La perception d'une matérialité ne serait que la conséquence de nos sens qui créent une hypothétique matérialité. La consistance matérielle n'est pas perceptible en situation quantique où tout n'est que vide. Un vide dont l'observation créerait une matérialité complètement illusoire. Ce ne sont que d'infimes fragments de matière atomique qui créeraient cette illusion. Alors qu'il s'agirait, en réalité, d'une énergie aux pouvoirs incommensurables. Les expérimentateurs en situation d'hypnose permettent de mieux appréhender ce phénomène illusoire d'une fausse réalité. Il est d'abord inculqué aux enfants l'existence d'un bienfaiteur du genre, Père Noël. Puis, il est inculqué l'existence d'un Dieu. Et enfin, il y a l'existence d'un autre bienfaiteur qu'est la noblesse, élu des dieux eux-mêmes, ou d'un représentant national chargé de s'occuper des intérêts de l'État et de ses citoyens. Et enfin, la conviction doit être ancrée dans toutes les populations qu'il existe la mort, en tant que situation de non-retour. Il est le programme de contrôle mental extrême. C'est le programme essentiel, dans toutes les cultures, afin de faire accepter la nécessité impérative d'obéissance, inculquée dès le plus jeune âge. Les moyens de contrôle se résument donc d'abord à l'éducation, puis aux religions, et enfin aux systèmes économiques et au système de l'information des populations. Les gouvernants ne seraient que des pantins, manipulés par les dirigeants de l'ombre, et chargés d'appliquer le plan du nouvel ordre mondialiste. Les groupes mondiaux les plus influents seraient les Bilderberg, Rockefeller, franc-maçonnerie, Rothschild, Windsor, etc. La trilatérale de la branche Europe serait constituée d'environ 400 membres, qui se réunissent épisodiquement, pour décider des nouvelles dispositions à adopter pour définir les concordances avec leur plan. Ce plan consiste à détruire l'homogénéité des nations dans la perspective d'obtenir le pouvoir du marché de masse. Avec la réalisation d'un libéralisme économique global et la réalisation d'un libéralisme sociétal, concernant la structure, l'organisation et le fonctionnement de la société humaine. Le traité transatlantique prévoyait, dès 2007, d'installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales de pouvoir faire condamner les États et les collectivités locales. Le projet européen de ces groupes décisionnels étant de livrer l'espace européen, sans nation, ni gouvernement, ni démocratie, ni limite territoriale, au marché global du marché économique américain. Les pantins manipulés ne correspondent qu'à des produits de marketing, destinés à amuser les peuples par une sorte de consumérisme politique. Pendant que les populations se traînent dans la misère et l'angoisse toujours grandissante, les politiciens marketing établissent leur carrière sur les décombres des pays dont ils sont censés défendre les intérêts nationaux, pour le seul profit de leurs intérêts particuliers. Où se situe la conscience de ces personnes sans scrupules ? Les gouvernants désignés par le pouvoir de l'ombre sont entièrement soumis aux directives élaborées par le nouvel ordre mondial. À titre d'exemple, les pays européens contraints, avec la complicité de leurs dirigeants, à emprunter auprès des banques privées ont vu leur dette exploser, par le cumul des intérêts devant être payés. La France est en bonne position avec une dette égale à 100% de son produit intérieur brut, alors qu'il ne serait que de 9% de ce PIB, dans le modèle économique de 1972. Cette situation, qui a donc été volontairement provoquée,
permet à ces mêmes gouvernants félons d'expliquer aux populations qu'elles doivent se résoudre à des économies drastiques, dans tous les domaines sociétaux, pour diminuer la dette publique et les déficits des États membres de l'Union européenne. C'est la loi bancaire de 1974, sous le prétexte d'une volonté de suppression de l'inflation, qui a contraint ces États à ne plus pouvoir se financer auprès de leurs banques nationales sans intérêt, au profit des banques privées avec intérêt. Les dirigeants félons ne cessent de répéter que la dette publique est provoquée par un manque de compétitivité des entreprises et une mauvaise gestion des dépenses publiques des États membres. Il devient donc urgent de multiplier les plans d'austérité et de continuer à privatiser les modèles économiques. Un ancien Premier ministre, candidat à une élection présidentielle, aurait déclaré : « La France est en faillite. Ce sont les Bilderberg qui nous gouvernent. Il suffit de rétablir la création monétaire par chaque banque centrale des États européens pour rétablir un équilibre économique. Ce sont les banques des groupes du Nouvel Ordre qui ont créé ce mécanisme afin de pouvoir contrôler aussi les États européens. La spoliation des États se fait évidemment avec la duplicité des moyens de l'information, qui sont tous entre les mains du nouvel ordre économique, et de celle de ses dirigeants qui ont voté la loi 123 du traité européen de Lisbonne, précisant qu'il est interdit à la Banque centrale européenne ou aux banques nationales de pouvoir s'immiscer dans le processus économique des États membres. Ce sont des banquiers américains, sur une idée du baron Alfred Rothschild, qui en 1913 ont réussi à imposer aux États-Unis de prêter l'argent à ses gouvernants au taux de 6%. Ils ont appelé cela la réserve fédérale pour que les citoyens ne puissent pas s'apercevoir de la supercherie. Avant 1913, les États-Unis n'avaient aucune dette, maintenant elles dépassent les 100% du PIB. Cette situation leur a permis dès 1913 de créer un impôt sur le revenu des travailleurs. Les impôts sur le revenu ne servent qu'à alimenter le pouvoir d'achat des banquiers et pas du tout à faire fonctionner les services publics. Ce sont ces mêmes banques qui ont ensuite provoqué et alimenté financièrement les conflits armés de 1914 et 1939 en Europe. Il est alors plus facile de comprendre la traîtrise de tous les dirigeants des États européens. Ils se sont tout mis au service des riches, par cupidité et carriérisme. Comment est-il possible que les peuples puissent encore continuer à désigner des représentants chargés de les trahir ainsi ? Ils ont tout simplement été formatés et programmés à tout accepter. L'arnaque européenne a consisté en 2015 à ce que les citoyens français versent 23 milliards d'euros à l'Europe qui lui en a restitué 14 sous forme de subventions. Où est donc l'erreur ? Simplement dans la formule suivante. Le peuple français ne peut parler et agir que par ses représentants, les citoyens qui nomment des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer, s'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus un État représentatif, ce serait un État démocratique. La souveraineté nationale n'existe pas en France. Tout postulant qui ne serait pas insoumis aux gouvernants de l'ombre, qui ne voudrait pas revenir sur la loi de 1973 appelée « loi Giscard-Rothschild », ni sur l'article 123 du traité de Lisbonne, anciennement appelé traité européen refusé par les Français, et qui permettrait de retrouver la souveraineté monétaire afin de sortir des carcans de l'euro et de l'Europe unie, serait condamné à l'impuissance et à mettre la population française et la France exsangue, ce postulant ne pourrait devenir influent que sur l'augmentation des impôts, la disparition des services publics, il ne pourrait en aucun cas supprimer les privilèges des dirigeants de l'ombre. Tous les dirigeants sont sous les ordres de la haute finance. Ils ne peuvent que trahir la France et les Français, c'est pour cela qu'ils ont été désignés et qu'ils ont été élus. Mon ennemi c'est le monde de la finance. Cela n'était qu'un slogan permettant de rassurer un électorat. L'incroyable cynisme des dirigeants et des financiers n'a pas de barrière. Ils décident de la vie ou de la mort des peuples. La liberté, l'égalité et la fraternité de la République et son principe de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple n'ont jamais existé. La politique consiste simplement à raconter des histoires, à appliquer l'art de la communication et celui de la manipulation de l'opinion. Comment les peuples peuvent-ils encore se laisser traiter ainsi ? Toute la collection
Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La